La Tiéké, un mets propre à la Côte d'Ivoire, remporte le premier prix international Métropolis, un prix qui va permettre la réalisation de nombreux projets. Et puis, vous aurez dans cette édition le dossier de la rédaction, dossier relatif au rôle des psychologues dans les établissements scolaires. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida est le nouvel homme fort du pays. Les tractations se poursuivent du côté de l'armée pour mettre en place un organe de transition. Vous suivez le journal de la mi-journée sur RTI 2. Bonjour et bienvenue à tous. La semoule de manioc cuite à la vapeur ou tout simplement la tiéké. Ce mets made in Côte d'Ivoire vient de remporter en Inde le prix international Métropolis. L'événement s'est tenu en marge du 11e congrès de Métropolis. Métropolis qui est une organisation internationale regroupant en son sein les villes de plus d'1 million d'habitants. Il est important de le notifier, ce prix permettra à la Côte d'Ivoire de financer de nombreux projets. Pargassoro Kone. Les femmes des unités de transformation de manioc en atiéké de Songonk Assemblée, d'Adjamé Benjerville, de Bempe, de Mpoto et d'Anono sont heureuses. Leur production d'atiéké vient d'être couronnée par le prix international Métropolis. Représentant Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, le vice-gouverneur Nchokwao Vincent, se félicite du prix remporté. Cela est à l'actif de nos femmes, cela est à l'actif du gouverneur du district et c'est un prix en accord avec le réseau des femmes que nous dédions au président de la République pour lui dire merci. Ce prix décerné au cours du 11e congrès de Métropolis à l'issue d'un test sélectif offre à la Côte d'Ivoire et surtout à la gente féminine le financement de leurs différents projets. Au cours de ce congrès, Catherine Zouzoua, vice-présidente mondiale du réseau féminin Métropolis, par ailleurs conseillère au district autonome d'Abidjan, est admise au conseil d'administration de cette organisation internationale des grandes métropoles du monde. Quant au gouverneur Robert Begré-Mambé, il est reconduit à son poste de vice-président Afrique des métropolis. Ce 11e congrès des métropolis, qui marque ses 30 ans d'existence, a vu la participation de son Excellence Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde. Les Oscars du bâtiment ont eu lieu ce week-end. Il s'est agi pour l'Institut des stratégies de développement économique de Côte d'Ivoire de récompenser la meilleure entreprise dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et par ailleurs motiver les entreprises à une organisation plus efficiente. Sephora Zegui, Patricia Omou-Etia. Adama Kone est sacré meilleur entrepreneur du bâtiment et des travaux publics de l'année 2014. Il repart avec le trophée CAS d'or décerné par l'Institut des stratégies de développement économique de Côte d'Ivoire. Le trophée du CAS d'argent est revenu à Boaviendry et le CAS de bronze à Marina Nobu. Un sentiment de satisfaction. Le perspective, c'est vraiment le renouvellement de notre parc et puis avoir vraiment un suivi. Demander vraiment aux banques de nous accompagner dans le de nos projets. C'est dans ce sens que je vais beaucoup plus travailler maintenant. Ce concours, dénommé les Oscars du BTP, fait la promotion des PME du secteur du bâtiment afin de motiver les entreprises à une organisation efficiente. Le secteur du BTP est un secteur qui, aujourd'hui, conditionne le développement de ce pays. L'État investit beaucoup dans ce secteur. Et je notais aussi que les PME ivoiriennes locales de ce secteur ne sont pas toujours là où elles devaient être. Pour la première édition des Oscars du BTP, les critères de notation sont entre autres la situation fiscale de l'entreprise, le statut du personnel et l'activité de l'entreprise. Charles-Jérôme Gauze, représentant le ministre du Commerce en charge des PME Jean-Louis Buyon, a annoncé la création d'une agence de développement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dès le mois de janvier 2015. Votre jeune enfant est distrait à l'école, il semble parfois nerveux ou il accumule un retard dans ses apprentissages. Seriez-vous, en tant que parent, d'accord pour qu'on le réfère à un psychologue scolaire? Non, diront certains. Sachez toutefois que le psychologue scolaire est très important pour accompagner votre enfant vers la réussite car il aide au niveau de l'apprentissage, du comportement et même en matière d'orientation. Plus d'éclaircies sur le sujet dans ce reportage signé par Gassoro Kone. Tatiana et Bénédicte sont toutes deux élèves en classe de terminale. Elles ont eu des problèmes d'ordre psychologique. Au premier trimestre, j'avais eu 12,77 de moyenne et j'étais la première de ma classe. Au deuxième trimestre, je me suis retrouvée avec une moyenne de 11,57 parce que mes amis me rejetaient.
en me disant tu es la première de la classe, débrouille-toi. C'est ainsi que je suis venue rencontrer le conseiller d'orientation qui m'a aidé à me relever, à me battre. J'avais du mal à assimiler les coups. C'est après une séance de sensibilisation de la part de Madame Touré que j'ai pu vraiment aller de l'avant. En plus de la gestion des traumatismes, les conseillers scolaires ou conseillers d'orientation font le suivi et l'orientation des élèves. Ils donnent à ces derniers la possibilité de choisir les filières nécessaires. Nos missions essentielles, c'est de nous occuper des apprenants en mettant à leur disposition des informations relatives aux filières d'études. Est-ce que la classe est un lieu de tricherie? Est-ce que c'est un endroit où les élèves bavardent beaucoup? Et c'est sur tous ces aspects-là que nous sensibilisons les élèves. Ces activités entrent dans le cadre de la recherche de l'excellence prônée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une direction du suivi du cursus scolaire a été mise en place. Il y a eu la jonction d'une troisième sous-direction qu'on appelle la sous-direction du suivi, qui est chargée du suivi psychologique et l'encadrement des élèves. Il y a des problèmes d'ordre psychologique. L'enfant, peut-être, au cours de ses premiers trimestres, vient de perdre son seul soutien. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, et il est affecté, il n'a plus envie de faire des études, il n'a plus envie de quoi que ce soit. Il y a aussi des problèmes d'ordre pédagogique. L'enfant peut avoir des difficultés d'apprentissage. Les conseillers d'orientation scolaire sont présents au sein des établissements scolaires. Ils assistent continuellement les élèves. La prise en charge psychologique se fait d'abord par une intervention, c'est-à-dire cela peut se faire par entretien d'aide, par observation ou par des tests si cela est nécessaire. L'inspecteur d'orientation traite l'information, les met à jour, les informations concernant les concours, les métiers, mais surtout les conditions et les procédures d'orientation dans le système éducatif ivoirien. Certains parents obligent leurs enfants à réaliser leurs propres rêves en les orientant. Nous demandons aux inspecteurs d'orientation d'accompagner les enfants, les élèves, à visiter par exemple des structures, je veux dire des entreprises, pour permettre aux élèves de rencontrer des professionnels en vue de se faire une idée des différents métiers. La scologie est l'étude scientifique des faits psychiques et des comportements humains. Des faits psychiques et comportements qui touchent également l'adulte, mais aussi tous les corps de métier, d'où l'importance des conseillers emploi ou scologues d'entreprise. Nous avons beaucoup de nos étudiants qui travaillent comme conseillers en emploi. Nous avons une consultation de psychologie ouverte. Nous faisons des consultations d'enfants, d'adolescents. Les scologues ou conseillers d'orientation sont majoritairement formés au CIRPA, Centre ivoirien d'études et de recherche en scologie appliquée. Le CIRPA est un centre annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les scologues bénéficient d'une formation sanctionnée par un diplôme de maîtrise. Et nous en arrivons maintenant à cette fin de week-end dramatique pour les habitants de Yopougon. Un pont piéton artisanal s'est effondré. L'incident a causé la mort d'une personne et a fait plusieurs autres blessés. Suivons ce constat de Patricia Omouetia. Ce pont artisanal a cédé sous le poids des passants. Nous sommes à Yopougon-Niangon à droite. Plusieurs personnes se sont retrouvées au fond du ravin. Une trentaine de blessés évacués au CHU de Yopougon. Il n'y en a qu'une seule qui est en réanimation actuellement. Et au total, on a eu 28 blessés. C'est le bilan provisoire que je puisse vous donner. Et pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. Dès qu'on a eu la direction, on a eu un minimum de moyens pour les prendre en charge. Passage obligé pour allier les quartiers Marines et la cité Kestable de Niangon à droite. On a fini la messe. En revenant, on a un pont qu'on traverse avant d'arriver chez nous. Et c'est ce pont. Un coup, on atteint un bruit. On dit Seigneur, tout le monde a glissé. On est tombé dans le pont. On était nombreux sur le pont. Des ponts en bois, fragiles de par leur conception et pas toujours réalisés dans de bonnes conditions, s'effondrent souvent. Un risque pour les populations. Comme c'est un raccourci, donc on a passé toujours pour aller vite, un peu plus vite qu'à la maison. C'est un danger, mais on prend le risque quand même. Parce que comme il fait chaud aussi,
On passe là comme ça pour essayer de rentrer vite à la maison. Une situation que déplorent les populations. Les blessés ont été immédiatement pris en charge dès leur arrivée au CHU de Yopougon. Les centres de lecture et d'animation culturelle du nord du pays étaient fermés depuis 2002. Ces claques sont à nouveau fonctionnelles grâce au ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre Maurice Kouakou Bandama vient d'effectuer une visite dans cette partie du pays pour se rendre compte de l'effectivité de leur fonctionnement. Le point de nos confrères de RTI Boaké, Soro Corona et Kwadio Kwame. En Côte d'Ivoire, plus de 51% de la population ne sait ni lire ni écrire. En zone rurale et principalement dans le nord du pays, 2 personnes sur 3 sont analphabètes. Pour corriger cet état de fait, il a été créé des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC dans 10 communes au nord de la Côte d'Ivoire en 1990. Ces centres équipés de bibliothèques et de vidéothèques visaient à mettre à la disposition des écoliers et des élèves des livres pour leur formation et surtout donner le goût de la lecture. Le fonctionnement des CLAC a connu un coup d'arrêt en 2002 avec la crise vécue par le pays. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, avec le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, vient de réhabiliter et rééquiper ces centres. Pour se rendre compte de la réouverture officielle des CLAC, le ministre Bandama Kouakou Maurice a effectué une visite au nord du pays, à Niakaramadougou, Napiédougou, Wangolodougou, Sinimatali et Tafiré. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a remercié les maires pour avoir accepté le retour des centres de lecture et d'animation culturelle dans leur commune. Le ministre Bandama Kouakou Maurice a exhorté les élèves à fréquenter les CLAC pour leur formation. Il est reconnu qu'on ne peut former de grands hommes et de grandes femmes sans éducation. Et l'éducation s'appuie principalement sur l'enseignement des valeurs, l'enseignement de la qualité, et la lecture est un des moyens les plus sûrs. À cette visite, il fallait noter la présence du responsable des CLAC des pays africains et une délégation de l'OIF. Hors de chez nous, au Burkina Faso, la situation reste tendue et confuse après le départ de Blaise Compaoré. Hier dimanche 2 novembre, des manifestations aux alentours de la télévision nationale ont fait 1 mort et plus d'une trentaine de blessés. Cependant, les tractations se poursuivent du côté de l'armée, désormais à la tête du pays pour la mise en place d'un organe de transition. Et ce regain de tension au Mali voisin, hier dimanche, une position de l'armée a été attaquée dans le nord de Gao. Au même moment, dans le sud de la ville, les militaires ont affronté un groupe armé Touareg. 13 567 cas, dont 4 951 décès. Voilà le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne le virus Ebola. Un bilan sans cesse revu à la hausse du fait de l'insuffisance de moyens face à une épidémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur. À ce jour, seuls 3 pays, à savoir la Chine, les États-Unis et Cuba, se sont investis dans la lutte contre l'épidémie. Sur le terrain, le personnel hospitalier risque sa vie chaque jour pour éradiquer l'épidémie. Les ONG sont au premier plan, mais elles manquent de financement. Pour les appuyer, seules la Chine, les États-Unis et Cuba ont envoyé des grands contingents. Cuba a été le premier pays à répondre à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Mais malgré les efforts de ces 3 pays, les moyens restent largement insuffisants. Dans tous les aspects de la lutte contre le virus, nous sommes en retard. Nous sommes en retard par rapport au virus parce que dans tous les domaines, nous n'avons pas été en mesure de faire face aux exigences imposées. Ebola continue de tuer. L'OMS annonce 5000 morts. Mais un membre de Médecins sans frontières a dénoncé vendredi une sous-évaluation du nombre de décès. Selon ce médecin qui a été en Sierra Leone, il y aurait bien plus de morts qu'annoncé. Une déclaration choc dans un contexte où la mobilisation internationale contre Ebola avance au ralenti.
C'est une crise si vaste, avec des besoins si grands, avec des conséquences potentielles si terribles qu'aucun pays ne peut rester sur la touche. Quelques-uns font beaucoup, mais beaucoup font très peu ou rien du tout. Pour lutter contre l'épidémie, l'ONU a chiffré les besoins à 1 milliard de dollars. Mais certains pays tardent à participer, c'est le cas de la France. Le pays a promis de mettre sur la table 70 millions d'euros. Pour l'instant, seuls 6,3 millions ont été débloqués, encore insuffisant pour vaincre Ebola. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui, mais la roue de l'info continue de tourner sur les www.rti.ci. À demain.